On peut vouloir quitter l'enseignement pour de nombreuses raisons. La fatigue, la dégradation des conditions de travail, l'incohérence du système, l'absence de passion ou encore le non-respect de certaines valeurs. Alors partir, oui, mais comment et pour faire quoi ? Avec Caroline, nous avons mis en place un bilan de compétences collectives pour les enseignants qui vous aidera à répondre à ces questions. Caroline est une coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle. On travaille ensemble depuis 2 ans et 25 enseignants nous ont déjà fait confiance. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de vous aider à dessiner la suite de votre carrière en tenant compte de vos capacités, de vos envies, de vos contraintes, de vos valeurs et du marché du travail. Ça peut donner lieu à un changement de poste, à une reprise d'études et ou à une reconversion. En tant que prof, votre transition professionnelle est soumise aux réglementations de la fonction publique. Les procédures, les délais et les possibilités qui s'offrent à vous ne sont donc pas les mêmes que dans le secteur privé, et il est important d'en tenir compte. L'intégralité du programme se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, 5 séances collectives, 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout a été pensé pour que vous puissiez cheminer sereinement vers votre reconversion. Alors si vous aussi, vous voulez changer de métier, mais que vous vous sentez bloqué, que vous ne savez pas dans quelle direction aller ou par où commencer, je vous invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça vous aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences peut être fait pour vous. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site avantjtprof.com dans l'onglet « Se reconvertir puis se faire accompagner » et bénéficiez de 5% de réduction sur l'intégralité de l'accompagnement grâce au code AJP5. 4 places sont disponibles, les inscriptions sont possibles jusqu'au 3 octobre et si vous vous inscrivez avant le 15 septembre, vous aurez la chance de bénéficier du programme Dépasser sa peur financière lors d'une reconversion professionnelle en e-learning. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une 3e saison d'interviews pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 21e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte. À 36 ans, elle est professeure des écoles depuis 14 ans et elle a cofondé la célèbre plateforme EduMove. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas EduMove, il s'agit d'un site web créé par et pour des enseignants dans le but de leur faire gagner du temps. On peut y concevoir des fiches de prep, un cahier journal, des livrets scolaires, un cahier de vie de classe et même des étiquettes. En disponibilité depuis plusieurs années, Charlotte en est aujourd'hui directrice pédagogique à temps plein. Dans cet épisode, on parle de parcours tout tracé, de confiance et de compétences, d'équilibre pro-perso et de projets personnels qui peuvent parfois devenir grands. Très grands. Bonne écoute! Bonjour Charlotte. Bonjour Florence. Je suis très contente de te recevoir ici et j'en profite pour remercier Sébastien du podcast e-Teachers qui nous a mis en contact récemment. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, si tu le veux bien, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas. D'accord. Je suis Charlotte, donc j'ai 36 ans, 3 enfants et je suis professeure des écoles depuis 14 ans. J'ai enseigné en classe pendant 7 ans avant de prendre une disponibilité en juillet 2015. Donc voilà, ça fait aussi 7 ans en fait que je suis en disponibilité pour développer la plateforme EduMove que j'ai créée en 2010 avec mon mari Gwenolé. Et à mon avis, beaucoup d'enseignants la connaissent parce que je me souviens que je m'en étais moi-même servie pour mes fiches de prep d'inspection de titularisation en 2015. D'accord. Dire. Et j'en garde évidemment un très très bon souvenir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire pour nous aider à comprendre ce qui a fait que tu as choisi l'enseignement comme carrière ?
Eh ben en fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maîtresse. Je pense que ça doit dater de la moyenne section. J'étais très à l'aise en classe, à l'école. C'était mon univers préféré, donc j'avais vraiment envie d'y passer ma vie. Et donc en fait, j'ai vraiment conçu mon parcours scolaire pour devenir professeur des écoles. Donc le bac, un bac économique et social. Après, j'ai fait une faculté de sociologie et j'aurais pu continuer. On m'avait proposé de poursuivre en sociologie parce que j'aimais ça, ça me plaisait. Mais j'avais vraiment envie, à la fin de la licence, j'avais qu'une idée, c'était de passer le concours d'entrée à l'IUFM et de devenir professeur des écoles. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis rentrée à l'IUFM de Vendée en 2007 et j'ai passé donc le concours que j'ai eu en 2008 et j'ai rencontré mon mari Gwenolé justement qui était lui aussi à l'IUFM. Je le dis parce que c'est important dans le parcours aussi. Et donc du coup voilà, en 2008 devenue professeur des écoles et puis je pensais ma vie toute tracée à ce moment-là. J'allais être professeur des écoles toute ma vie. C'était vraiment comme ça que je voyais mon parcours. Et justement, quand on imagine comme ça son parcours tout tracé et qu'on veut faire quelque chose depuis très longtemps, souvent on a des attentes, consciemment ou inconsciemment. Est-ce que toi, dans le métier de professeur des écoles, t'as retrouvé ce à quoi tu t'attendais? Ou est-ce qu'au contraire, t'as été un peu surprise, voire déçue? Alors je vais pas te dire que c'était tout rose. Les premières années elles sont compliquées, effectivement, mais c'était pas non plus une déception. J'ai jamais été déçue par le métier de professeur des écoles. J'ai pas de souvenirs négatifs en fait. J'ai eu comme tout le monde des petites épreuves et des choses qui auraient pu un peu me décourager, mais pas au point d'avoir envie de quitter en fait l'enseignement tout de suite. Oui, parce que toi, t'es pas partie par colère, par frustration ou par dégoût, t'es partie parce que t'avais un autre super projet en tête que tu peux C'est développer d'ailleurs. Exactement. En fait, je suis un peu partie par hasard. Enfin, c'est pas par hasard, mais je l'avais pas planifié du tout. Et surtout, en fait, j'ai pas l'impression d'être partie parce que je me sens toujours prof des écoles, vraiment dans ma tête. Et même dans mon métier de tous les jours, parce que je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que les collègues font en classe, de quoi ils ont besoin, comment est-ce que ça serait le mieux de concevoir tel outil numérique ou tel outil papier pour aider les collègues en classe. Vraiment, j'ai toujours... puis on est une équipe où on est pour moitié des profs des écoles. Donc c'est vrai que la classe, l'école, on en parle tout le temps. On a des conjoints, certains collègues ont des conjoints qui sont eux-mêmes professeurs des écoles. Donc en fait, on en entend tout le temps parler. Donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir tout à fait quitté la classe. Parce que toi, d'un point de vue administratif, là, t'es toujours en disponibilité, mais il me semble qu'il y a une durée max qui doit être de 9 ou 10 ans, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu particulier parce que moi, quand j'ai quitté, donc quand j'ai pris ma dispo, au départ, c'était pour création d'entreprise parce que je devenais du coup co-gérante des DuMove. Et donc cette disponibilité, normalement, elle n'est que de 2 ans. Et j'aurais dû démissionner au bout de 2 ans. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ma disponibilité s'est transformée au bout de 2 ans en disponibilité pour convenance personnelle. C'est vrai? J'ai reçu un papier. Ah ouais, j'ai reçu un papier de l'inspection académique me demandant si je souhaitais renouveler ma disponibilité, alors que je m'attendais à devoir démissionner, si je souhaitais renouveler ma disponibilité pour convenance personnelle. Et je vais... j'ai appelé les syndicats quand même parce que j'ai dit bon là il y a quand même peut-être un vice de forme, quelque chose, et ils m'ont dit non, si tu as un papier comme ça qui te dit que ta disponibilité est devenue une disponibilité pour convenance personnelle, c'est le papier qui fait foi. Donc c'est passé de 2 ans à 10 ans de dispo. Donc a priori il semblerait que ça soit parce que ils se doutaient que j'allais démissionner et que c'était pas forcément très bon pour les chiffres du département, parce que mon mari avait démissionné lui 2 ans avant pour les mêmes raisons. Et donc il se disait que j'allais aussi démissionner puisque moi j'ai pris ma dispo 2 ans après lui. On a vraiment fait un décalage. Et donc du coup je suis toujours en dispo et j'en ai encore pour 3 ans. Et si on revient sur ton métier actuel, sachant qu'il a énormément évolué en une dizaine d'années, que ce soit le cœur de ton métier ou toute l'équipe qu'il y a autour,
Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de ce projet-là et nous expliquer un peu où t'en es aujourd'hui et qu'est-ce que toi, tu fais concrètement? Alors, c'est assez long, hein, en fait. C'est vrai que le début d'EduMove, ça s'appelait pas EduMove à l'époque, déjà, ça s'appelait EduClick. Et les débuts, c'est en 2010, donc. Et c'était la plateforme de fiches de préparation, justement. Donc, on était jeunes enseignants, hein, on sortait juste de l'IUFM depuis 2 ans. Et on trouvait que c'était dommage avec Gwenolé qu'il n'y ait pas une plateforme, un vrai endroit où on pouvait partager des fiches de prep qui soient standardisées, qui aient toutes la même présentation. Et donc du coup, de fil en aiguille, en discutant, comme Gwenolé était assez douée en informatique, moi j'étais passionnée de pédagogie, etc. Et du coup, on a mis vraiment nos compétences en synergie et on a créé la plateforme EduClick. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvés jeunes enseignants en cycle 3. On avait tous les deux des triples niveaux, beaucoup d'élèves en classe. Et on se retrouvait en fin de trimestre avec le cauchemar des livrets, à colorier des petites cases. Et on s'est dit, c'est pas possible. Il faut qu'on conçoive un outil qui nous sorte le livret à partir des résultats d'évaluation, en fait. Comme on évaluait par compétence, on n'avait pas de notes. On voulait qu'il y ait quelque chose qui nous sorte le livret tout fait. Pas besoin de colorier les petites cases à la main, de retrouver chaque évaluation, de faire un petit truc un petit peu à vue d'œil. Il en est où dans ses compétences? Et du coup, de fil en aiguille, on a conçu EduLivret, alors qu'il ne s'appelait pas comme ça non plus à l'époque. Hein, c'était un livret scolaire numérique. On avait dû appeler ça Ma Classe, je pense. Et en fait, au départ, c'était un tableur Excel. Et les collègues ont commencé à dire « Mais c'est génial, pourquoi vous le vendez pas ce truc ?» On était là, enfin, ça nous paraissait... ça nous avait jamais traversé l'esprit, en fait. Et puis, on se dit « Bah oui, finalement, pourquoi pas ? On va voir, on tente. » Et donc, en 2012, après plusieurs mois de développement, on sort le livret scolaire sur la plateforme EduClick. Et ça marche du tonnerre. On ne s'y attendait pas du tout, mais... Des centaines de classes qui commencent à utiliser l'outil et qui disent « Ah, mais c'est génial !» Et puis ils envoyaient des suggestions. Donc on a amélioré l'outil et de fil en aiguille, on s'est retrouvés... En fait, Gwenolé a dû prendre une disponibilité, si je me trompe pas, en 2013, donc 1 an après, tellement il y avait de travail en fait pour maintenir le livret, l'améliorer, etc. Et moi j'ai continué donc la classe parce que il fallait quand même faire bouillir la marmite, comme on dit. Et puis parce que à l'époque j'étais vraiment j'étais bien en classe, j'étais heureuse, hein, j'avais vraiment envie de continuer, je m'épanouissais pleinement dans ma classe avec mes élèves. J'étais contente de participer à EduClick, mais c'était pas je me voyais pas en fait faire ça comme étant un vrai métier. Mais en 2014, donc 1 an après la dispo de Gwenolé, ça avait encore pris de l'ampleur et là il a fallu monter carrément une entreprise en fait, chose qu'on n'avait pas faite. Hein. Gwenolé était en auto-entrepreneur et donc on a monté la SARL et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment vraiment sérieuses. Parce que du coup on est devenus associés, on rentre dans des choses un peu qui nous parlaient pas du tout à ce moment-là. On n'était pas du tout entrepreneurs dans l'âme en fait. On était des profs qui connaissions rien du tout au monde de l'entreprise et on se retrouve un peu bazardé là-dedans. Voilà, faut faire un pacte d'associés, qu'est-ce que c'est, une SARL, qu'est-ce que c'est, etc. Donc on s'est un peu retrouvés vraiment là-dedans par hasard. et donc voilà, j'ai pris ma dispo en 2015. Et là, donc moi j'ai commencé par en fait décharger Gwenolé en 2015, qui lui faisait jusqu'à présent toute la partie technique plus le support utilisateur. Et moi, à ce moment-là, quand je suis arrivée en 2015 à temps plein, j'ai pris toute la partie support. Donc le téléphone, le mail. Et à ce moment-là, il commençait déjà à y avoir... il devait y avoir quelque chose comme 10 000 classes. Donc ça commençait à faire un petit peu... voilà, il y avait un peu de boulot. Et en 2016, on a étoffé l'équipe. On était 4 en 2016, 5 même en 2016-2017.
On a déménagé à Nantes parce qu'il a fallu recruter des développeurs, parce qu'on avait sorti donc Edu Journal en 2016. Et donc il fallait des développeurs pour maintenir les outils, aider Gwenolé dans le développement. Et donc en 2017, on est arrivé à Nantes. On a recruté des nouveaux enseignants pour faire le support, pour m'aider dans mon équipe. Donc on s'est retrouvés, on était 4. Et donc il y avait aussi l'équipe des devs. Et comme ça, de fil en aiguille, au fil des années, on s'est retrouvés 10, puis 15. Aujourd'hui, on est 15. C'est énorme. Voilà. C'est dingue comme un projet personnel qui à la base était purement pratique est devenu un concept aussi important qui a carrément changé vos vies en fait, quoi. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un peu par hasard. Nous, on l'a conçu pas dans notre garage, mais presque dans notre bureau, en fait, de notre maison. Et c'était sur nos heures du soir, en fait. Et jamais on aurait imaginé que ça serait devenu ce que c'est aujourd'hui, EduMove. Et pour le côté mignon de l'histoire, tu expliques sur le blog d'EduMove qu'avec Gwenolé, vous vous êtes rencontrés à l'IUFM. Donc maintenant, vous êtes mariés et vous travaillez ensemble. Oui. Mais dans votre équipe, il y a aussi un ancien maître formateur qui était avec vous à l'UFM, c'est ça ? Tout à fait. C'était, c'est vraiment très rigolo. Et en fait, il nous a encouragé, Stéphane, quand on était à l'IUFM en PE2, du coup. À l'époque, ça s'appelait la PE2. Et c'était notre référent principal. Il nous a beaucoup encouragé à ce moment-là à faire EduPrep, enfin ce qui s'appelle EduPrep aujourd'hui. Et du coup, il était très intéressé, il est toujours resté très intéressé par le projet. Et en 2016, quand on a eu besoin de recruter, quand moi j'ai eu besoin de recruter quelqu'un pour m'aider au support, on a tout de suite proposé à Stéphane et il était partant. Et donc du coup, voilà, il est encore aujourd'hui dans l'équipe d'EduMove. C'est trop génial. Et est-ce que vous trouvez pas ça dangereux, même si bien sûr t'as ta dispo, d'être tous les deux dans la même entreprise ? Non. On n'a jamais trouvé ça dangereux parce qu'on a toujours pris des précautions. Comme je t'expliquais, Gwenolé s'est mis en premier en disponibilité. Alors c'était compliqué au niveau financier. Un salaire de prof, ça fait pas, c'est pas des 100 et des 1000, surtout en tout début de carrière. Donc quand il faut vivre alors à l'époque on n'avait que 2 enfants, donc quand il faut vivre à 4 avec un salaire de prof, parce qu'au début il n'y avait pas de salaire qui sortait d'EduMove du tout. C'est un peu compliqué, mais il était toujours en dispo, il avait toujours la possibilité de retourner en classe quand il voulait. Donc ça a été une année un peu compliquée. Et puis après, il a commencé à y avoir quand même les abonnements qui permettaient, alors pas de se sortir un salaire, loin de là, ça n'a pas permis de se sortir un salaire avant deux années, je pense. Mais ça permettait quand même d'améliorer le quotidien. Et puis, on voyait bien qu'il y avait une perspective d'évolution. Oui, c'est ça, il y avait de la demande, ça répondait bien en face et vous saviez que ça allait pouvoir grandir, quoi. Voilà, la croissance était au rendez-vous, elle était régulière. Alors, il y a le LSU qui nous a quand même mis un petit coup en 2016, on s'y attendait pas. Ça a freiné un peu l'adoption d'EduLivré parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont partis. Alors, pas qui sont partis d'EduLivré pour aller sur le LSU, ça, les gens sont toujours restés sur EduLivré. Il y en a de nouveaux qui sont venus, mais il y en a moins qui sont venus sur EduLivré que ce qui aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu le LSU. Bon, après, comme on a sorti Edu Journal, puis Edu Cartable, on a fait de l'édition, etc., on n'a jamais, si tu veux, on n'a jamais ressenti non plus de cassure et on s'est jamais vraiment senti en grosse difficulté au point de se dire « Oh là là, on va retourner en classe, c'est trop dangereux ». Oui, vous avez diversifié vos activités en fait à l'intérieur finalement d'une même entreprise et avec un même but, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, dans ton métier actuel, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins ? Alors, je fais beaucoup de choses. On est encore très, très polyvalent dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. C'est peut-être le petit côté professeur des écoles qui aime toucher à tout.
Mais ce que je fais, donc je ne fais plus de support depuis maintenant 1 an, puisque les collègues que j'avais recrutés et que j'avais formés aujourd'hui sont autonomes sur la partie support. Alors ça m'arrive de temps en temps d'aller filer un coup de main, mais c'est très très rare. Aujourd'hui, je m'occupe en partie de la gestion de l'entreprise, avec Gwenolé, Mathieu et William qui sont aussi associés, qui sont venus au fur et à mesure. On est dans une direction collégiale, donc je ne fais pas que de la gestion de l'entreprise, fort heureusement, parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Tout ce qui est administratif, c'est pas trop la comptabilité non plus. Voilà. Moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la communication. J'adore, alors pas tous les jours, mais tout ce qui est les réseaux sociaux, les newsletters, penser à tout ce qui est transmettre, communiquer aux gens les nouveautés sur les produits, discuter faire des sondages, savoir ce qui leur plairait le plus. Ça me plaît beaucoup. Pas tous les jours parce que c'est parfois prenant, les réseaux sociaux aussi. C'est parfois le soir, c'est parfois le week-end. C'est tous les jours un petit peu qu'il faut y penser. Donc on retrouve aussi un petit peu cette aliénation qu'on peut avoir en classe, d'être toujours à penser. Tiens, je ferais bien une publication sur telle chose. Tiens, je ferais bien un tuto pour tel autre truc. Et des fois, c'est un peu pesant, mais dans l'ensemble, j'adore ça. Et l'autre partie de mon métier qui me plaît beaucoup, c'est la conception d'outils. La conception d'outils numériques et papier aussi. Cette année, ça a été une année très très riche. On a mis en place une nouvelle organisation entre les développeurs et la partie pédagogique, dont je suis la représentante, on va dire. Et j'ai apprécié énormément parce qu'en fait, on conçoit à l'avance des projets, donc des nouvelles fonctionnalités, par exemple sur Educartable. Moi, je conçois en fait une sorte de cahier des charges où je demande à ce que les développeurs développent des nouvelles fonctions qui fassent ci, qui fassent ça. Je veux que quand on appuie sur tel bouton, qu'il soit placé là, que ça donne telle chose, etc. Donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup, je travaille aussi sur la partie graphique avec les développeurs. Ils me font leur retour, je leur dis « Ah ouais, mais non... Là, ils vont pas comprendre les enseignants, donc il faut que tu me le mettes là, il faut me mettre une pop-up de confirmation, des choses comme ça en fait. En fait, c'est le parcours utilisateur comme sur d'autres applis, style Instagram, Facebook, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut penser prof. Il faut que je sois toujours dans la tête du prof. Là, je leur dis des fois, ah oui, mais là, c'est pas pratique. Si on crée des groupes d'élèves, il faut leur proposer ça en premier parce que quand tu écris un message, t'es content de retrouver tes groupes d'élèves. Tu vois, c'est très concret en fait. Eux, ils n'y pensent pas forcément, les développeurs, parce qu'ils ont jamais été en classe. Et ce qui est intéressant, c'est moi d'avoir vraiment cette expérience du prof pressé, qui a pas beaucoup de temps, qui doit remplir des livrets, qui doit écrire un message en urgence à la fin de la classe, ou parfois même les élèves sont pas encore partis, il y a quelque chose à communiquer. Il faut vraiment penser à cette vie concrète de la classe, de l'enseignant qui est dans le jus, en fait, toujours. Mais je pense que c'est la force d'EduMove aussi, puisque c'est ce qui est reproché par énormément de profs qui disent que la hiérarchie ou les gens qui font la conception de nos logiciels ou même certaines de nos formations sont souvent déconnectés du terrain et donc de la réalité. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne si bien, parce que la prise en main, elle est intuitive. Vous savez exactement ce dont votre cible a besoin et du coup, forcément, ça ne peut que marcher, quoi. Oui, c'est vrai que alors tout n'est pas parfait. Si je prends EduLivret, par exemple, l'outil qui est le plus quasiment le plus ancien, qui va avoir 10 ans d'ailleurs cette année, c'est plus si intuitif qu'avant parce que c'est un outil qui a tellement alors c'est pas qu'il a vieilli, mais on a ajouté tellement de choses au fil des années qu'aujourd'hui c'est un peu Frankenstein. Il y a des morceaux et puis il y a eu le LSU qui est venu se mettre là-dessus et qui a fait une sorte de surcouche sur le livret de compétences qu'on avait pensé au départ, avec les éléments de programme qu'il faut ajouter en plus des compétences. Enfin, on a en fait des contraintes administratives quand même qui émanent du ministère, parce que nous on est quand même obligés, si tu veux, de rentrer dans un cadre LSU
pour permettre aux gens de l'exporter. Et ces contraintes administratives ont rendu l'outil, nous, c'est ce qu'on pense, rendu l'outil un peu lourd, un peu difficile à prendre en main justement pour des enseignants qui ne l'ont encore jamais utilisé. C'est le retour qu'on nous fait régulièrement et on est tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est le projet de cette année-là scolaire qui va commencer. Pour nous, on est déjà dans la rentrée, tu vois. Et en fait, le projet, c'est vraiment là, on va refaire et du livret. On va le repenser. On va le simplifier. Il y aura les mêmes fonctionnalités, mais vraiment avec des entrées, on va repenser vraiment les entrées différentes pour que les gens aient vraiment ils retrouvent cette fluidité qu'il y avait au départ de l'outil et qui était vraiment le cœur du livret. C'était simplifier le travail de l'enseignant. Oui, c'est ça. Et c'est même l'objectif de base, en fait. Même, je voyais sur votre site internet, vous avez un slogan, et c'est quelque chose comme rendre le travail des enseignants plus simple et plus pratique, en gros. Voilà, c'est ça. On a tellement galéré quand on était en classe, jeunes enseignants avec nos triples niveaux. Gwénolé, il a même eu une direction. Enfin voilà, on s'est retrouvés vraiment jeunes enseignants, jeunes parents, comme tous les collègues, dans le jus. Et c'était vraiment notre but, c'était d'abord de faire pour nous des outils qui nous faisaient gagner du temps et du coup qui font gagner du temps à tous les collègues. Et même si ce que tu fais aujourd'hui, ça a du lien forcément avec le métier d'enseignant, tes missions quotidiennes, elles sont assez différentes de ce qu'on peut retrouver quand on est face à une classe. Et est-ce que tu as suivi une formation pour apprendre à faire ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que tu t'es formée sur le tas ? J'ai tout appris sur le tas, mais tout. J'ai absolument aucune formation, même sur l'entrepreneuriat en fait, puisque moi je me suis arrêtée 2 ans après Gwénolé. Lui, il a bénéficié d'un accompagnement avec le réseau Entreprendre, mais moi je n'ai pas eu cet accompagnement parce que comme j'étais en classe, je n'y ai pas participé. J'aurais pu. Du coup, je me suis beaucoup formée en lisant des bouquins. J'adore lire des livres. Ça, c'est mon côté enseignante, et puis peut-être aussi mon parcours universitaire. Dès que j'ai une nouvelle corde à ajouter à mon arc, j'achète des bouquins et je me forme. Voilà. Donc j'ai des bouquins partout, des bouquins sur Instagram, des bouquins sur le blogging, des bouquins sur pareil, la gestion de projets, des projets informatiques. En fait, il a fallu aussi que j'apprenne à comment on travaillait avec des développeurs. Voilà, j'ai des bouquins sur tous les sujets possibles et imaginables, peut-être sauf sur la compta. Oui, qui n'a pas l'air de te plaire des masses d'ailleurs. Non, pas trop, non. Mais alors ok, quand tu as une classe, on peut dire que tu gères une équipe de petits ou de jeunes. Là, c'est quand même autre chose. Quand tu te retrouves à gérer des adultes, en fait, tu as une casquette, on peut le dire, de chef d'entreprise. Oui. Et j'imagine que c'est pas évident au départ, et notamment quand ton équipe, elle s'agrandit, de se positionner comme telle aussi, quoi. Ah oui, ça crée un vrai sentiment de, d'imposteur presque, de se dire, mais en fait, non, c'est pas moi, enfin je suis pas chef d'entreprise. Administrativement parlant, je suis chef d'entreprise. Alors je me le sens aussi de plus en plus dans le sens où effectivement on mène une équipe, mais comme on est 4 déjà à la direction, on va dire que ça atténue ce côté un peu le pouvoir, la direction, etc. Je me sens en fait responsable de l'entreprise. Je me sens pleinement responsable de la direction que l'on prend et des décisions que l'on prend. Mais pour autant, j'ai pas l'impression de donner des ordres et de diriger des gens. Ça se fait un peu naturellement. Oui, et puis c'est assez horizontal aussi, vous, la façon dont vous fonctionnez. Ouais. C'est pareil, dans le management de l'entreprise, je crois qu'on n'est pas trop dans les clous d'une entreprise classique, il me semble. Du coup, j'ai pas trop vu comment ça fonctionnait dans d'autres entreprises parce que on vient de l'enseignement. Mais a priori, d'après ce qu'on entend, ce que les développeurs nous disent, c'est que non, ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir ce type de fonctionnement. C'est beaucoup plus horizontal, comme tu le dis, ouais. Toi, donc ça fait longtemps que tu n'es plus enseignante, mais je vais te poser des questions pour faire des points de comparaison avec ton ancien métier. Si tu t'en souviens encore, tu pourrais y répondre, sinon tant pis. Au niveau de la quantité de travail, est-ce que tu as l'impression de travailler plus maintenant que quand tu étais prof ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que si je prends en taux horaire, oui.
clairement, je bosse plus que quand j'étais enseignante. Même si quand j'étais enseignante, comme j'étais très perfectionniste, je bossais des heures et des heures. Les premières années, je me couchais à 23h parce que j'avais pas fini ma journée. Enfin voilà, j'étais vraiment... Mais ça s'était quand même un peu atténué. Puis bon, comme j'avais souvent les mêmes niveaux qui revenaient, j'arrivais quand même à réutiliser des choses. Donc oui, clairement, je travaille beaucoup plus en taux horaire. Je prends moins de vacances. Alors, vacances entre guillemets, parce que là encore, les vacances en tant qu'enseignant, on sait bien ce que c'est. C'est des vacances où tu décroches jamais, où t'es dans l'aliénation au travail, toujours à penser à tiens, je ferais bien une séquence sur tel truc, ce machin là, ça me plairait bien pour faire un projet en art, etc. Enfin voilà, vous voyez tous de quoi je veux parler. Alors je vais pas dire que quand je suis en vacances, je suis totalement libre, j'ai pas l'esprit libre non plus des du move. Mais c'est pas pareil. Déjà, je prends moins de vacances, mais c'est vrai que quand j'en prends, j'essaye quand même de couper. Parce que aussi j'ai des collaborateurs et du coup on essaye de s'organiser pour que j'ai vraiment rien à penser quand je pars en vacances. Ça c'est bien, c'est le bon côté par rapport au travail de la classe. C'est qu'il y a une équipe, on peut déléguer, on peut se décharger un petit peu. Donc oui, en quantité de travail, je travaille plus, mais c'est vraiment différent. Oui, le ressenti, c'est pas le même, quoi. C'est la réponse que me donnent beaucoup de personnes que je reçois sur le podcast, qui me disent, quand elles sont à leur compte, principalement, hein, bah maintenant, je travaille plus en nombre d'heures, si je devais compter, mais mon esprit passe moins de temps au travail. Parce qu'il y a tout le temps que tu passes à y penser sans vraiment travailler, mais ça mouline aussi dans la tête, quoi. Ouais. Après, là, bah, dans ton cas, c'est aussi un peu ton bébé, donc c'est peut-être plus un plaisir que quand t'es à la classe un an ou plus, mais que ça ne t'appartient pas vraiment. Là, tu as peut-être aussi la perspective de bah, c'est à toi, ça fait déjà 10 ans, toute l'équipe qu'il y a autour, bah, c'est aussi toi qui l'as choisi, toutes les décisions viennent aussi de toi, entièrement ou en partie. Du coup, c'est pas le même investissement peut-être que dans une classe qui va changer à la fin de chaque année, quoi. C'est tout à fait ça. Et puis j'ai pas cette angoisse à la rentrée de me dire oulala, mes élèves, sur quoi je vais tomber cette année, les collègues si je change d'école. Donc c'est vrai, tu as tout à fait raison. J'ai choisi mon équipe et c'est vrai que j'ai un relatif confort à ce niveau-là. Même si effectivement mon année est un petit peu sur le même mode cyclique que une année scolaire. Hein. Il y a gros rush au moment de la rentrée, jusqu'en décembre en général. On arrive sur les rotules à Noël, comme quand on était prof. Janvier, février, mars, c'est assez calme. Puis après, ça repart en mai, juin. Puis juin, c'est vraiment la folie. Donc là, voilà, on est comme... en fait, on est pareil à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus serein, quand même. Et toujours à titre de comparaison, au niveau du salaire, même si c'est particulier parce que quand tu te lances au départ, tu ne te verses pas forcément de salaire, mais par rapport à quand tu étais prof et maintenant que vous êtes bien installé, est-ce que tu as retrouvé ton niveau de vie, sachant que si tu le souhaites, tu peux chiffrer, mais ce n'est pas obligatoire? D'accord. Oui, on a retrouvé notre niveau de vie. Ça c'est sûr. Bon, de toute façon on partait pas de très haut. Hein. C'était vraiment pas. En plus, moi j'avais été à mi-temps pendant un certain temps, donc pour élever les enfants. Donc on avait vraiment un salaire quand on était enseignant. C'était pas dur de le dépasser, si tu veux. Donc oui, aujourd'hui on a vraiment retrouvé quand même un salaire correct. On vit mieux aujourd'hui que quand on était enseignant. C'est dingue, hein, parce que en changeant, là, moi, je m'étais dit la même chose en mode « Ouh là là, ça va être dur de retrouver mon salaire d'avant ». Mais en fait, il y a des frais que tu n'as plus quand tu changes d'activité. C'est-à-dire que moi, j'étais prof. À la fin, je devais gagner entre 1700 et 1800 euros. Et là, en montant ma boîte, au bout de 4 mois, je devais être autour de 1004. Sauf que quand j'étais en poste, j'étais quasiment toujours mutée à 1 heure de chez moi. Et là, quand tu vois l'essence qui est à plus de 2 euros du litre, bah en fait, je réalise qu'à l'époque, je dépensais déjà environ 250 euros d'essence par mois, juste pour aller bosser. Donc avec les prix d'aujourd'hui, ce serait quoi 300, 350 facile. Bah en fait, mon niveau de vie, c'est le même. Et ce genre de choses, c'est aussi à prendre en compte pour préparer sa reconversion, je trouve. Puis l'autre avantage, c'est que j'imagine que vous êtes aussi plus flexible, vous, sur vos horaires. Oui, on est plus flexible, ça c'est sûr. Moi, ça m'a permis aussi. Moi, j'ai 3 enfants, donc il y a des rendez-vous, et parfois ils sont malades. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir les accompagner à l'école si besoin, d'aller les chercher, de les emmener à un rendez-vous,
de pouvoir prendre mon mercredi après-midi ou même mon mercredi matin si j'ai quelque chose à faire. Je suis beaucoup plus flexible et ça c'est intéressant. Alors après, ça se traduit aussi par du travail le soir et le week-end. C'est pas magique. Ce temps que je peux avoir, cette souplesse que je peux avoir dans la journée, je vais forcément le reporter à un autre moment, mais c'est moi qui décide. Et ça c'est génial. Ouais. Ça, c'est agréable aussi, hein. C'est un confort de vie qui est quand même assez différent parce qu'en tant qu'enseignant, tu bosses toute la journée, t'es pas super flexible, mais de toute façon, tu bosses aussi le soir et les week-ends. Donc bon. Tout à fait. Mais t'as pas le choix, t'as des rendez-vous médicaux, tu peux pas les mettre quand tu veux, tandis que là, quand t'es à ton compte, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Et moi, je sais que des fois, je prends mon vendredi parce que j'ai un rendez-vous ou des amis qui ont un jour off et j'ai envie de passer du temps avec eux. Mais en contrepartie, je vais bosser un dimanche. Mais en fait, moi, je m'en fiche un peu, ça me change rien. Et ça ne concerne personne d'autre que moi, surtout. Donc, dans ton cas, ou chez Dumove, il y a toute l'équipe. Du coup, l'essentiel, en fait, c'est que ça ne dérange pas l'équipe, quoi. Oui, voilà. Parce que l'important, c'est que l'équipe, elle, soit à 35 heures. Mais nous, c'est vrai que Gwenolé et moi, on n'a jamais compté nos heures. On est probablement au double d'heures. Mais ça nous dérange pas. Alors après, on est fatigué. On va pas peindre un tableau parfait non plus du côté être indépendant. Hein. C'est du boulot, c'est des soucis. C'est aussi, voilà, il y a des moments... j'ai jamais eu envie de retourner en classe, mais il y a eu des moments où je me suis dit... dans quoi je me suis embarquée. Hein. Ça n'a pas été toujours non plus la panacée, mais dans l'ensemble, oui. Je dirais que la balance est plutôt positive à ce niveau-là. Donc, t'anticipes un peu ma question, mais t'as pas de regret, ni d'être en dispo, ni d'avoir monté ce projet, qu'il s'agisse du cœur de ton métier ou du statut que t'as maintenant? Non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que... quand j'ai quitté la classe, c'était vraiment un choix. Mais c'était pas un choix négatif. C'est pas parce que j'en avais marre de la classe, c'est parce que voilà, comme je te disais au début, j'avais envie de développer ce projet-là. Mais la classe me plaît toujours. Je serais pas effondrée s'il fallait que je retourne en classe. Je pense que ça me plairait toujours. Alors après, là, depuis 2 ans, c'est compliqué la classe pour les collègues. On voit avec le Covid... j'ai pas envié leur situation du tout. Je me trouvais très chanceuse en fait de pas avoir une classe. On s'est tous trouvés très chanceux, l'équipe. Mais ceci dit, j'ai toujours aimé le contact avec les enfants. J'ai toujours été dans des équipes aussi qui étaient sympas, dans des écoles sympas où on faisait des projets. J'ai toujours aimé faire des choses avec les élèves, concevoir des outils, des fiches élèves, etc. Donc non, j'ai pas de regrets, mais j'aimais la classe quand même. Je suis partagée en fait. Parce que les enseignants qui travaillent avec vous dans l'équipe, ils sont en disponibilité ou ils ont démissionné? Non, on est tous en dispo. D'accord. Et ils ont un statut de salarié en bossant chez Edumove? Oui, tout à fait. Okay. Ils sont en CDI en fait. Donc, c'est génial. Et vous les connaissiez d'avant ou vous faites des phases de recrutement? On fait des phases de recrutement en fait. On a fait deux phases de recrutement. On en a fait une première en 2017 où il y a 2 membres donc de l'équipe actuelle qui sont là depuis 2017. C'est Mélanie et Sébastien. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent le support. Et l'année dernière, à la rentrée, on a accueilli 2 nouvelles recrues qui sont Guillaume et Stéphanie. Et qui sont donc aussi en disponibilité. Ok, à bon entendeur, restez connectés. On ne sait jamais. Voilà. Et comme tu me disais que tu te sentais toujours un peu enseignante, je vais te poser une question, mais c'est pas dit que tu puisses y répondre. Est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». Alors, oui, c'est compliqué. Avant, j'étais prof. Aujourd'hui... je suis au service des profs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci Charlotte pour ce beau moment. C'est très très bien trouvé. Je t'en prie. Avec plaisir, Florence. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les enseignants qui hésitent à se reconvertir, quitte à passer par la case dispo comme toi, pour éviter qu'il y ait une grosse fracture, mais qui, pour une raison ou une autre, n'osent pas forcément le faire? Il faut s'écouter, je pense que c'est la première chose. Il faut peut-être pas attendre aussi d'en avoir complètement ras-le-bol de la classe.
Je pense qu'il faut pas attendre d'être arrivé au burn-out et au dégoût total du métier, parce que peut-être que ça pourrait générer des départs pas forcément bien préparés. Je pense que quand on en a marre, il faut peut-être commencer à y penser. Et justement, quand on est enseignant, on a souvent l'impression qu'on sait rien faire d'autre. Parce que beaucoup, on a fait des études pour devenir professeur des écoles, donc on n'a pas forcément des spécialités. Et à ce niveau-là, il faut aussi se détromper. En fait, on est hyper polyvalent. On sait faire plein de trucs, nous les profs. Déjà, on sait bien écrire, on sait bien s'exprimer. On sait mener une équipe aussi. Mine de rien, une classe, c'est une équipe et pas des moindres, des enfants. Voilà. On sait travailler en équipe aussi, puisqu'il faut travailler avec des collègues. On sait s'organiser, on n'est pas on n'est pas fouillis, donc on a plein de compétences en fait. Un professeur des écoles, il sait aussi se débrouiller sur un ordinateur. Donc il faut vraiment prendre confiance en soi et prendre conscience de ses compétences. Même si elles ne sont pas écrites sur un papier, même si on ne peut pas les écrire sur un CV, en fait elles sont bien là. En tant que prof, faut pas hésiter à aller toucher un peu à d'autres domaines et à sortir vraiment de sa zone de confort, parce qu'on a les moyens, on peut le faire. Oui, quitte à avoir un projet passion à côté qui peut-être un jour se développera, quoi. Mais tu fais bien de citer toutes ces compétences-là aussi, parce que moi je suis passée par là, ce fameux moment où t'hésites, tu te poses 1000 questions et tu te dis que tu sauras rien faire à part être prof. Et finalement, c'est un peu quand tu te lances dans autre chose que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais faire et que tu as appris en tant que prof, sauf que tu t'en rends pas forcément compte et c'est pas simple de mettre sur un CV je suis bien organisée, je sais écrire sans faire de fautes, tu vois. Enfin, nous, ça nous paraît logique parce qu'on a toujours fait comme ça, et puis autour de nous, les collègues, ils font quasiment tous ça. Donc on a l'impression d'être juste normal au milieu de gens normaux. Mais en fait, ça peut être de très bonnes compétences. Et quand je suis allée pour la première fois de ma vie, par exemple, à Pôle emploi, les gens qui attendaient avec moi des conseillers, et ma conseillère me l'a confirmé, il y a des gens qui ont des super diplômes dans des domaines très précis, qui sont très compétents dans ce qu'ils vont faire, mais ils sont pas capables de bosser en équipe, s'exprimer, parler de leurs émotions, donc c'est tout le temps conflictuel dans les équipes, ils sont mal organisés, ils arrivent pas à l'heure, ils respectent pas les rendez-vous, les consignes, les règles, etc. Et ça, en fait, pour les employeurs, c'est encore plus difficile à gérer que quelqu'un qui aura besoin d'apprendre un peu, mais qui, comme nous, va apprendre très vite, parce que on a l'habitude d'apprendre et d'apprendre à apprendre, et on a déjà toutes les compétences autour, celles qu'on appelle les soft skills, je crois. Donc, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais... des compétences... mais voilà, genre... Oui, des compétences transversales, en fait. Ouais, c'est ça. Des fonctions, on va dire, de tâches de fond. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, tu fais bien d'en parler parce que c'est une réalité, mais c'est pas facile de le voir tant que t'es pas rendu à cette étape-là, entre guillemets, de ta vie et que t'es pas assez avancé, on va dire. Ouais. Mais écoute, je te remercie et pour l'interview et pour la plateforme EduMove qui m'a beaucoup aidée et qui doit aider beaucoup de personnes qui vont aider ce podcast. Merci à toi pour cette interview et puis je suis ravie si EduMove continue à aider beaucoup de gens. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette 3e saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt! Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast ? Avant, elle était prof,
et aujourd'hui, elle est thérapeute spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'1 an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête, cœur, corps. Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peggygiraud.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.